Je m'appelle Aurélie Dupont et j'ai 30 ans. L'appel arrive un mardi après-midi alors que je suis à mi-chemin d'une revue de code, le curseur clignotant sur une requête de tirage qui ne cesse de faire échouer les tests. Mon téléphone vibre sur mon bureau. C'est Manon encore. Le 3e jour d'affilée. La 3e fois. Je fais semblant de ne pas le voir. Je me dis que je suis professionnelle, concentrée, posée. En réalité, je rationne mon oxygène. À la 5e vibration, je me dirige vers le couloir, passant devant les bureaux d'équipe qui ont l'air mieux reposés que moi. Le ciel parisien à l'extérieur est une carte postale. Ciel bleu éclatant. Les gratte-ciel de la Défense captant la lumière. Je rappelle. Elle décroche à la moitié de la première sonnerie. Enfin. Qu'est-ce qui se passe, Manon? J'ai besoin de parler. C'est important. Alors parle. Un souffle que je connais trop bien. Comme si elle construisait une histoire à partir de fumée. On peut se voir pour un café ce soir? Manon, s'il te plaît. Le silence s'étire. Alors. J'ai des problèmes. Financiers. Un autre souffle. Oui. Combien? Je ne veux pas. Combien, Manon? 15 000 €. Le bruit dans le couloir disparaît comme si quelqu'un avait mis le bâtiment en sourdine. Je ferme les yeux. Carte de crédit. Oui. Sa voix devient plus petite. Ça s'est juste accumulé. Les dettes ne s'accumulent pas par accident. Elles se hérissent. Tu n'as pas à me faire sentir plus mal. Je ne te fais rien sentir. Je te demande ce que tu as acheté. Est-ce que ça compte? Oui. Des vêtements, quelques meubles, des dîners. Des choses normales. Normales. Le mot reste sur ma langue comme un défi. Le fil d'actualité de Manon est un collage de flûtes de champagne, de couchers de soleil de voyage et de vidéos d'unboxing de sacs que je peux nommer rien qu'à leur motif de couture. Elle travaille à temps partiel dans la vente au détail. Le bail de son appartement existe parce que je signe à côté de son nom maladroitement écrit. Tu ne peux pas payer les minimums. Il me tue. Je me noie. Auré. Je déteste quand elle m'appelle Auré comme si ce surnom était un levier. De quoi as-tu besoin? Un renflouement. Juste cette fois. Je te rembourserai. Voilà. La vraie demande, vêtue d'une robe empruntée appelée famille. Non. Un temps. Quoi? Non, je ne paierai pas tes dettes de carte de crédit. Mais je suis ta sœur. Et c'est pourquoi j'ai cautionné ton appartement et ta voiture et aidé juste cette fois, déjà 3 fois. Ce n'est pas une urgence. C'est un schéma. Je n'arrive pas à croire que tu sois comme ça. Comme quoi? Froide. Responsable, dis-je. Et le mot nous pique toutes les deux. Maman a dit que tu m'aiderais. Maman ne décide pas de dépenser mon argent. Alors tu vas juste me regarder galérer. Cette phrase, celle qui essaie de transformer un refus en cruauté. Je te regarderai apprendre, Manon. Il y a une différence. Tu es tellement. Elle coupe l'appel avant que la phrase ne décide ce qu'elle veut être. Je reste là, mon téléphone se refroidissant dans ma paume. Je sais que ce n'est pas fini. Ça ne l'est jamais. De retour à mon bureau, je relance le monde et me perds dans la logique. Après le travail, je prépare le dîner. Le SMS de ma mère attend comme un piège. Manon dit que tu as refusé. Appelle-moi. Il faut qu'on parle. Je n'appelle pas. Je fais la vaisselle, réponds aux emails en retard, lance une compilation. À 8 h du matin le lendemain, maman appelle. Messagerie vocale. 8h15, messagerie vocale. 8h30, messagerie vocale. À 8h45, le numéro de papa rejoint le défilé. Au déjeuner, mon manager se penche dans l'embrasure de la porte. 1 minute? Bien sûr. L'entreprise ouvre un nouveau bureau à Lyon. Ils veulent quelqu'un de senior pour aider à l'établir. Chef d'équipe, grande portée, véritable opportunité d'avancement. Intéressé? Lyon.
500 kilomètres entre moi et toutes les obligations auxquelles je n'ai jamais consenti. Il voudrait quelqu'un pour le mois prochain, forfait de déménagement, augmentation significative. J'y réfléchis pendant exactement 3 secondes. Oui, je suis intéressé. Je fixerai l'entretien pour demain. Ce soir-là, je fais les calculs. Coût de la vie, quartier, distance. Ça ressemble à la liberté sur une carte. Quand je désactive ne pas déranger, mon téléphone crache 43 notifications. Je défile sans lire et supprime. Puis maman appelle et pour des raisons que je ne comprends que plus tard, je réponds. Ne me fais pas quoi, lance-t-elle. Nous avons essayé de te joindre toute la journée. Je travaillais. Ta sœur est en crise et tu travailles. Manon a fait des choix. Elle veut que je les paie. Elle se noie dans les dettes. Elle a créé en achetant des choses qu'elle ne pouvait pas se permettre. Ce n'est pas se noyer. Ce sont les conséquences. Tu es sa sœur et elle est adulte. Elle a besoin de 15 000 euros. Elle a besoin de vendre ses sacs, d'annuler ses abonnements, d'arrêter de manger au restaurant et de se débrouiller. Nous n'avons pas ce genre d'argent. Moi non plus. Tu travailles dans la technologie. Tu gagnes bien ta vie. Voilà. La constitution familiale silencieuse. Mon revenu est notre fonds d'urgence. Je gagne bien ma vie parce que je travaille dur et je me dis, non, ça n'en fait pas une propriété communautaire. Alors tu vas la laisser souffrir ? Je la laisserai gérer sa vie comme j'ai géré la mienne depuis mes 18 ans. C'est différent, dit maman, sa voix devenant hivernale. Tu n'as jamais eu besoin d'aide. J'ai eu besoin de beaucoup d'aide. Je ne l'ai juste pas eu. Le silence s'allonge alors. Est-ce ta dernière réponse ? Oui. Bien. Alors ne sois pas surprise si cette famille avance sans toi. Elle raccroche et le plafond de mon appartement s'ouvre plus grand et je réalise que je peux respirer. L'entretien le lendemain se déroule sans accroc. Ils offrent le poste à 15 heures. J'accepte à 15h01. Je donne ma démission. Je commence une liste. Service public à annuler, adresse à changer, prélèvements automatiques à arrêter. Je ne le dis pas à ma famille. Pendant une semaine, tout est calme. Trop calme. L'air avant un orage. Le 8e jour, Manon appelle d'un numéro que je ne reconnais pas. Quoi ? Je réponds. Parce que je n'ai plus de meubles à arranger autour de cette conversation. Ils vont envoyer ça aux huissiers, alors fais des paiements. Je ne peux pas. Alors vends tes affaires. Trouve un deuxième emploi. Fais ce que les adultes font. Tu as changé. Non, j'ai arrêté de te faciliter la tâche. Je vais tout perdre. Alors tu reconstruis. Tu vas juste nous regarder galérer. La voilà encore. Le mythe que je lui fais du tort en ne défaisant pas ce qu'elle a fait. Je t'ai aidé plusieurs fois. Chaque fois, c'était la dernière fois. Ça s'arrête maintenant. C'est différent. C'est toujours différent. Et c'est toujours mon argent. Silence. Puis elle dit, petite et abasourdie. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je déménage à Lyon dans 3 semaines. Tu fuis. Je me choisis. Maman va péter un plomb. Elle peut survivre à la déception. S'il te plaît, je t'en supplie, juste cette fois. Non, Manon. Je suis ta sœur, pas ton distributeur de billets. Je raccroche. Je bloque son numéro. Puis je bloque mes parents. Pas par rage, mais pour créer une poche de silence assez grande pour changer ma vie à l'intérieur. 2 heures plus tard, ma boîte de réception sonne. Objet, dernier avertissement. Si tu n'aides pas ta sœur avec cette dette, tu perdras cette famille. 15 000 euros ou tu es fini. Tu as 24 heures pour décider. Je le lis 2 fois et puis je commets un acte de rébellion tranquille qui ressemble à la sainteté. Je me connecte à ma banque et annule le virement mensuel que j'envoyais à ma mère depuis des années. 600 euros. Chaque mois, près de 21 000 euros en 3 ans. Puis j'appelle la banque pour me retirer en tant que co-signataire de la voiture de Manon. Ils expliquent la marche à suivre. Refinancement à son nom ou saisie. Et si elle ne peut pas refinancer ?
Alors la voiture sera saisie. Parfait. J'envoie un dernier email à Manon. 30 jours pour refinancer la voiture et l'appartement où je déclenche la saisie et une libération de cosignataire. Gère tes affaires ou perlé. Cette nuit-là, je dors mieux que depuis des mois. Le lendemain après-midi, ma colocataire frappe. Ta famille a appelé la ligne fixe 10 fois. Dis-leur que j'ai déménagé hier. Tu déménages dans 3 semaines. Ils n'ont pas besoin de cette information. À 16 heures, quelqu'un frappe à ma porte comme si je leur devais de l'argent. Je ne bouge pas, je sais que tu es là. La voix de Manon se brise dans le couloir. 20 minutes de coup plus tard, Madame Chen du 3B lui dit qu'elle appellera la police. Manon lance une dernière promesse par-dessus son épaule. Tu vas le regretter. Je ne regrette rien. Cette nuit-là, je rallume mon téléphone parce que la curiosité est un muscle qui gagne parfois. 63 notifications. De la mendicité à la colère, au marchandage, aux menaces. Les étapes du deuil, sauf que personne n'est mort. Juste l'accès. Un email de papa attire mon attention. Objet, déçu. Nous t'avons mieux élevé. La famille prend soin de la famille. Si tu vas à Lyon sans aider, ne t'embête pas à rester en contact. Nous n'aurons pas de fille qui nous abandonne. Je ris. Sec. Sans humour. Quand j'ai eu besoin d'aide pour l'université, il n'y en a pas eu. Quand Manon a eu besoin d'une voiture, j'étais là, stylo en main. Quand j'ai déménagé, j'ai acheté mes propres meubles avec une carte de crédit que j'ai payée moi-même. Ils ont dépendu de moi depuis que j'ai eu mon premier vrai travail, et je suis la méchante pour avoir arrêté. Je lance la procédure de libération de cosignataire pour l'appartement. Le bureau de gestion me dit qu'ils examineront les revenus et le crédit de Manon. Si elle ne se qualifie pas, elle aura besoin d'un autre cosignataire ou d'un nouvel endroit. Lancez les 2 processus, dis-je. Cela aura un impact significatif sur l'emprunteur principal, avertit doucement le représentant. Je suis consciente. À minuit, mon téléphone affiche 41 appels manqués. Je le pose face cachée et dors à travers la tempête. Le matin arrive clair. La lumière glissant sur des cartons de déménagement empilés, étiquetés avec une précision que ma vie n'a jamais obtenue de personne d'autre que moi. Cuisine, bureau, à donner. Il y a un silence dans l'appartement qui ressemble au moment avant le décollage. Quand un avion est immobile et que la piste est longue et que l'on peut presque imaginer une fin différente. Quelque part au-delà de la ligne d'horizon de cette semaine, il y a une ville de collines et de pluie et un homme que je n'ai pas encore rencontré qui n'aura pas besoin d'être sauvé ni d'un cosignataire ni d'une histoire. Il y aura un jour où mon téléphone sonnera et ce ne sera pas une sirène, mais une invitation. Mais d'abord, je dois partir. Je me réveille avant le lever du soleil le lendemain matin, le cœur battant comme si j'étais déjà en retard pour quelque chose. Pas le travail, pas un vol, juste l'évasion. Des cartons s'empilent comme des témoins silencieux autour de mon appartement. Chacun étiqueté d'un feutre noir soigné. Cuisine, bureau, à donner, rangement. Je ne mets pas de musique. Le silence semble plus sûr que les paroles en ce moment. À midi, j'ai annulé tous les prélèvements automatiques liés à ma famille. Le forfait téléphonique commun a disparu. Le virement mensuel de 600 € vers le fonds de ma mère est mort. Les comptes de streaming dont Manon profite changent de mot de passe. Une sorte de paix tranquille s'installe, comme nettoyer une blessure après des années à faire semblant qu'elle ne faisait pas mal. Mais la paix ne dure jamais longtemps dans ma famille. À 14 heures, mon téléphone explose à nouveau. 47 appels manqués, 20 SMS, 6 messages vocaux, chacun d'une étape différente de la guerre émotionnelle. Maman, je t'ai mieux élevé que ça. Papa, on ne tourne pas le dos à la famille. Manon, tu vas sérieusement me laisser perdre mon appartement? Maman encore, tu étais une si bonne fille. Manon encore. J'espère que tu te sens bien en me regardant galérer. Je défile, sans lire, juste en reconnaissant les schémas. Mendicité, culpabilité, rage, silence, puis répéter. À 16 heures, on frappe à ma porte. Pas le genre poli, le genre qui fait vibrer les cadres photos. Mon colocataire sort la tête de sa chambre.
Aurélie, n'ouvre pas. Il a l'air mal à l'aise. C'est Manon, je finis pour lui. À travers la porte, sa voix se brise. Je sais que tu es là. Il faut qu'on parle. Non, tu dois apprendre, je chuchote à moi-même. Après 20 minutes de cris, notre voisine, la douce Madame Chen du 3B, sort dans le couloir. Jeune femme, arrêtez le bruit ou j'appelle la police. Manon riposte. C'est entre ma sœur et moi. Madame Chen ne bronche pas, je me fiche que ce soit entre vous et le pape. Calmez-vous ou partez. Silence. Puis le cliquetis des talons de Manon s'éloignant, suivi d'un dernier cri résonnant dans le couloir. Tu vas le regretter, Aurélie. Mon colocataire expire. Oh, elle est intense. Elle panique, je dis. La réalité a enfin frappé. Je passe cette nuit à tout vérifier. Beau, compte, documents de prêt. J'appelle même à nouveau la société de prêt automobile. Une fois l'avis de refinancement envoyé, quel est le délai ? 30 jours, dit le représentant. Si elle ne se qualifie pas, la saisie commence automatiquement. Je hoche la tête même si elle ne peut pas me voir. Envoyez l'avis. Clic, une encre de moins. À minuit, ma boîte de réception se remplit à nouveau. Des emails de mes parents, chacun plus en colère que le précédent. Je n'en ouvre aucun. J'ai fini d'être leur service client pour les mauvaises décisions. Au lieu de cela, je remplis un autre carton, puis un autre. Chaque objet que j'emballe, chaque assiette, chaque cadre photo ressemble à une déclaration. Ceci reste à moi. 2 jours plus tard, mon manager m'appelle dans son bureau. La relocalisation est officiellement approuvée. Tu commenceras à Lyon le mois prochain. Un soulagement m'envahit si vite que je me sens presque étourdie. Merci. Vraiment. Elle sourit. Tu l'as mérité, Aurélie. Nouvelle ville, nouveau titre, nouveau salaire, nouvelle vie. Je rentre chez moi et commence à vendre des meubles en ligne. Mon téléphone vibre avec des offres d'étrangers et avec plus de SMS de personnes qui devraient se sentir comme une famille, mais qui ne le sont pas. Tu ne peux pas simplement nous abandonner. La voiture de Manon a reçu un avis. Que as-tu fait ? Ton père et moi ne pouvons pas croire la personne que tu es devenue. Je les supprime tous. Mais il y a un message que je ne supprime pas. Un seul SMS de papa qui dit « Tu penses donner une leçon à ta sœur, mais tout ce que tu fais, c'est brûler des ponts que tu ne reconstruiras jamais. » Je le fixe longuement parce qu'une partie de moi sait qu'il a à moitié raison. Certains ponts doivent brûler pour que personne ne revienne avec des bagages qu'ils refusent de porter eux-mêmes. Une semaine passe. Mon appartement se vide. Je commence à me sentir plus légère, presque euphorique. Mais ma famille n'abandonne pas facilement. À 9h le dimanche matin, mon téléphone s'illumine avec un email. Objet, dernière chance. Nous venons demain matin à 9h pour te raisonner. Si tu n'es pas là, tu n'es plus notre fille. Manon a besoin de cet argent. Tu l'as. Fin de la discussion. Je le lis 2 fois. Le calme est une eau immobile. Puis je jette un coup d'œil à mon horloge. 23h, le camion est déjà réservé pour l'aube. S'ils prévoient de venir à 9h, ils trouveront un appartement vide. Je scotche le dernier carton et écris « fragile » en travers du dessus. Peut-être que je m'étiquette moi-même. Lundi 5h du matin. Je me réveille avant l'alarme, le cœur stable. Mon colocataire m'aide à charger les cartons dans le camion de déménagement que j'ai loué. La ville dort encore, grise et douce sur les bords. Quand est-ce que tu pars ? Demande-t-il. Maintenant. Ils le sauront bien assez tôt. À 6h, je lui tends mes clés et jette un dernier regard autour de l'appartement. Merci pour tout, je lui dis. Bonne chance, Aurélie, dit-il doucement. Tu mérites mieux que ce que c'était. Je souris. Oui, c'est vrai. Le trajet hors de la ville semble surréaliste. Des kilomètres d'autoroute se déroulant sous moi, le ciel passant lentement de l'encre à l'or. À 6h47, mon téléphone commence à vibrer. Maman, puis papa, puis Manon, encore et encore. Je ne réponds pas. À 9h15, un SMS de mon colocataire.
Ta famille est venue. Je leur ai dit que tu étais parti tôt. Ta mère a commencé à pleurer. Ton père a crié. Ils sont toujours dehors à se disputer. Je réponds, merci d'avoir couvert. De rien. Bonne chance à Lyon. À midi, je m'arrête à une aire de repos quelque part en Bourgogne. Mon téléphone affiche 47 appels manqués. Je fais une capture d'écran, non par méchanceté, mais comme preuve que je n'ai pas imaginé le bruit. Preuve que partir n'était pas de la lâcheté. C'était de la survie. Puis j'éteins le téléphone. Les 2 jours suivants se confondent. Café, ligne d'autoroute, motel, silence. Le genre de silence lourd au début, puis apaisant. Quand la silhouette de Lyon se dresse enfin au loin, humide, grise, vivante, je ressens quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis des années. La paix. Je décharge mes cartons dans un petit appartement meublé, arrangé par l'entreprise. L'espace sans la peinture et la possibilité. Cette première nuit, je ne déballe pas. Je reste juste près de la fenêtre, regardant les lumières scintiller sur l'eau. Pas de message, pas de culpabilité, pas de dette familiale planant au-dessus de ma tête. Juste moi. Pour la première fois de ma vie, cela semble suffisant. La pluie lyonnaise tombe en fines gouttes argentées qui ne s'arrêtent jamais vraiment. 3 semaines plus tard, je commence à aimer le son. Pas la pluie elle-même, mais ce qu'elle signifie. Calme, distance, liberté déguisée en bruine. Le travail est différent ici. Plus propre. Mon nouveau bureau donne sur les quais du Rhône. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas l'impression de m'excuser constamment d'exister. Mon manager me présente à l'équipe comme notre nouvelle développeuse senior, celle qui tient ses promesses. Ce mot « promesse » me touche une corde sensible car pendant des années, chaque promesse que je faisais à ma famille était accompagnée d'un astérisque invisible jusqu'à ce que tu aies besoin de plus. 2 mois passent. Je remplis mes week-ends de promenade à travers le vieux Lyon, de café avec des collègues, de dîner tranquille seul. J'achète mon premier parapluie qui n'est partagé avec personne. Puis un samedi matin, alors que j'attends un latte, un inconnu se penche sur le comptoir à côté de moi. On dirait quelqu'un qui mémorise sa liste de choses à faire, dit-il. Je jette un coup d'œil. Grand, soigné, cheveux foncés, yeux foncés qui remarquent trop de choses. Il sourit, mais pas de cette manière calculée, prends ce que tu peux obtenir. Peut-être, dis-je. Est-ce un crime? Pars à Lyon, mais c'est une tragédie si cette liste n'inclut pas de plaisir. Je ris malgré moi. Vous êtes détective ou juste un médiateur professionnel? Ni l'un ni l'autre. Juste observateur. Je m'appelle Daniel Morin. Aurélie. Il sourit. Ravi de te rencontrer. Aurélie qui a besoin de plaisir. Nous parlons pendant 5 minutes qui s'étirent en 40. Il est dans le marketing. Même immeuble que le mien. Étage différent. Il me dit qu'il a déménagé ici il y a 1 an après avoir mis fin à une relation de 5 ans. Elle voulait un partenaire qu'elle pouvait réparer, dit-il en haussant les épaules. Il s'est avéré que j'étais son projet, pas sa personne. Il y a quelque chose dans cette phrase qui me colle à la peau. Un miroir silencieux de tout ce que j'avais vécu. Quand nous nous séparons, il dit, si jamais tu veux un guide touristique qui sait quel café ne surfacture pas les touristes, je prends la serviette sur laquelle il écrit son numéro. Je vais garder ça à l'esprit. Les semaines passent. Nous commençons à nous envoyer des SMS. Les déjeuners se transforment en dîners. Les dîners se transforment en rires qui ne semblent pas transactionnels. Daniel ne me demande pas de le réparer, de le financer ou de le sauver. Il écoute juste. Une nuit, alors que nous sommes assis au bord de l'eau, il demande, « Tu gardes toujours un mur comme ça ?» Je lève un sourcil. Un mur? Oui, tu écoutes plus que tu ne parles. C'est comme si tu attendais que quelqu'un utilise ce que tu dis comme une arme. Je pousse un petit rire. Tu n'as pas tort. Vieille relation, suppose-t-il. Vieille famille, je corrige. Il hoche lentement la tête, sans insister, juste en comprenant. Cette nuit-là, je vérifie mon téléphone avant de me coucher, et c'est là. Un email d'une adresse que je n'ai pas vue depuis 3 mois. Objet,
s'il te plaît. Mon estomac se contracte. Je l'ouvre. Aurélie, ta sœur est en train de tout perdre. Sa voiture est partie. Son appartement est le suivant. Tu penses lui donner une leçon, mais tu détruis cette famille. Nous t'avons toujours soutenu, et maintenant que nous avons besoin d'aide, tu disparais. 15 000 €, ce n'est pas beaucoup pour quelqu'un comme toi. Et un cœur, maman. Je le fixe, lisant entre chaque ligne. Et un cœur signifie « donne-nous ton portefeuille ». Nous t'avons soutenu signifie « nous avons pris le crédit de ton indépendance ». Je ferme l'ordinateur portable. Je ne répondrai pas. Mais la culpabilité est un fantôme avec un timing parfait. Elle me suit dans le sommeil, me murmurant le même mensonge avec lequel j'ai été élevée. La famille avant tout, même quand cela te coûte la paix. Au travail le lendemain, mon manager s'arrête à mon bureau. Aurélie, une question rapide. Comment te sens-tu par rapport au leadership? Je cligne des yeux. Leadership? Elle sourit. L'entreprise développe l'équipe de Lyon. Nous avons besoin de quelqu'un pour superviser la branche infrastructure. C'est une grande étape. Autorité budgétaire. Équipe de 8. Augmentation de salaire. Quand est-ce que ça commencerait? Le mois prochain. Tu l'as mérité. J'arrive à un vrai sourire pour la première fois depuis des semaines. Je suis partante. Elle hoche la tête. Nous allons officialiser les choses. Ce soir-là, Daniel et moi célébrons autour d'un plat thaïlandais et de trop de rire. Il lève son verre aux limites qui portent leurs fruits. Je ris. Tu fais sonner ça comme une conférence TED. Peut-être que ça devrait l'être. Les gens ne parlent pas assez du prix d'être le responsable. Je le fixe. Comment es-tu devenu si conscient de toi-même? Il sourit. Mauvais ex, tu te souviens? Elle m'a appris la valeur de dire non. Son ex-petite amie. Je réalise, celle qui a vidé ses économies, épuisé sa patience, et qui l'a quand même fait se sentir coupable de l'avoir quitté. Il avait mentionné son nom une fois, Marie. Maintenant, ça clique. Il comprend mon histoire parce qu'il en a vécu une version. Plus tard cette nuit-là, de retour à mon appartement, j'ai enfin rouvert mon ordinateur portable. Nouvel email, cette fois de papa. Objet, pour parler franchement. Aurélie, je ne vais pas te culpabiliser. Je veux juste parler honnêtement. Tu as raison sur certaines choses. Nous avons facilité Manon. Nous nous sommes trop appuyés sur toi. Mais tu as aussi tort. Nous ne sommes pas tes ennemis. Nous sommes tes parents. Manon est en train de s'effondrer et la regarder galérer ne lui apprend rien. Ça la brise. Je ne demande pas d'argent, juste des conseils. Aide-nous. Aide-la. Je le lis 2 fois. C'est le premier message depuis des années qui ne ressemble pas à une exigence. Juste une honnêteté fatiguée. Et c'est ce qui me défait. Je rédige une réponse. La supprime. La réécris à nouveau. Finalement, je m'arrête sur ceci. Papa, j'apprécie l'honnêteté. Et tu as raison. Vous n'êtes pas mes ennemis, mais vous êtes responsables d'avoir facilité Manon. Je ne peux pas arranger ça, et je ne paierai pas pour ça. Si elle veut des conseils, elle peut m'envoyer un email elle-même. Pas d'argent, pas de co-signature, juste des conseils. Si elle est sérieuse, je l'aiderai à établir un plan, mais elle doit faire le travail. Je ne suis plus le filet de sécurité de la famille. Je suis votre fille, pas votre renflouement. Je survole envoyer, puis clique. Quand le whoosh de l'email s'estompe, je réalise que je tremble. Pas de peur, mais de libération. Daniel envoie un SMS 1 minute plus tard. Tu vas bien? Oui, je tape en retour. J'ai enfin dit la vérité à mes parents. Qu'est-ce que ça fait? Comme prendre ma première vraie respiration. Je pose le téléphone et regarde par la fenêtre. La pluie encore. Infinie, douce, purificatrice. La ville bourdonne sous moi, vivante et indifférente, et pour la première fois depuis des années, je n'ai l'impression d'être l'urgence de personne. 3 jours passent avant que cela n'arrive.
L'email arrive à 21h47 un jeudi. La ligne d'objet si simple qu'elle me serre la poitrine. Objet. Je suis désolé. C'est de Manon. Pendant une minute, je le fixe, mon curseur planant au-dessus du message non lu comme s'il était radioactif. Je m'attends à moitié à ce qu'il explose en un autre voyage de culpabilité dès que je l'ouvre. Mais je clique. Aurélie, je ne sais même pas par où commencer. J'ai été horrible avec toi. J'ai fait des choix stupides et je m'attendais à ce que tu les répares. Ce n'était pas juste. Papa m'a montré ton email. Tu as dit que si je voulais des conseils, je pouvais demander. Alors, je demande. Je ne demande pas d'argent. Juste de l'aide pour savoir quoi faire. J'ai perdu ma voiture, mon appartement, mon emploi. Je suis de retour dans la chambre d'amis de maman et papa. Je ne peux rien obtenir parce que mon crédit est fiché. J'ai postulé à 50 emplois. Personne ne me rappelle. Chaque fois que j'essaie de faire un plan, je panique. Si tu veux bien me parler juste une fois, j'apprécierais vraiment. Manon. Pendant longtemps, je ne bouge pas parce que, enfoui sous tout ce désordre, je vois quelque chose de nouveau. Pas de manipulation, pas de performance, juste de la défaite. J'envoie l'email à personne parce qu'il n'y a plus personne à qui demander la permission. Puis j'envoie un SMS à Daniel. Je peux te montrer quelque chose ? Nous nous rencontrons ce soir-là chez moi. Des boîtes de plats à emporter entre nous. Il lit le message 2 fois. Elle a l'air d'avoir touché le fond, dit-il. Ou elle a appris le scénario qui me fait craquer. Il me regarde attentivement. Lequel des deux crois-tu ? Je ne réponds pas tout de suite. Peut-être les deux. Il se penche en arrière. Tu pourrais toujours fixer des règles. Seulement des conseils. Pas d'argent. Tu l'as déjà fait une fois. Je hoche lentement la tête. Des limites et des conditions. Comme des petits trous. Exactement. Tu n'as pas à lui donner ta confiance. Juste une chance de la gagner. Cette nuit-là, je tape, Manon. On parlera une fois. Dimanche 14h, heure de Paris. Appel vidéo. Pas de parents dans la pièce. Pas de culpabilité. Pas de mendicité. Si tu veux de vrais conseils, je te les donnerai. Pas d'argent. Pas de co-signature, pas de renflouement. Tu fais le travail, je te guiderai. Si tu es sérieuse, sois là à l'heure, Aurélie. Elle répond dans l'heure. Je serai là. Merci. Le dimanche arrive avec de la pluie, le genre qui adoucit tout en gris. À exactement 14h, l'écran de mon ordinateur portable s'allume avec un appel entrant. Manon apparaît, plus mince, fatiguée, les cheveux tirés en un chignon désordonné. Ses yeux sont cerclés de rouge. Salut, dit-elle, d'une petite voix. Salut, je réponds. Pendant quelques secondes, aucune de nous ne parle. Le silence est plein de fantômes. Puis je demande, d'accord, où en es-tu en ce moment ? Financièrement, pratiquement, émotionnellement. Elle expire. Fauchée, au chômage et terrifiée. Bon point de départ, dis-je, parce que la peur est un carburant quand tu arrêtes de la laisser te paralyser. Nous parlons pendant 90 minutes. Je la passe en revue. Vendre ses affaires de marque en ligne, postuler à nouveau pour des emplois dans le commerce de détail, même si ce n'est pas glamour. Appeler ses sociétés de cartes de crédit pour établir des plans de paiement au lieu de les éviter. Emménager dans une colocation au lieu d'un appartement qu'elle ne peut pas se permettre. Obtenir un abonnement de bus au lieu de s'inquiéter d'une nouvelle voiture. Elle écoute, écrit des choses. Plus elle parle, plus je vois les fissures de l'humilité remplacer l'ancienne arrogance. Cela va prendre des années, chuchote-t-elle vers la fin. Oui, dis-je, ça le fera. Je ne sais pas si je peux. Tu peux. Tu ne peux juste plus le faire de la manière facile. Sa lèvre tremble. Pourquoi tu m'aides après tout ça ? Parce que tu as demandé des conseils, pas de l'argent, dis-je doucement. Et parce que je ne veux pas te voir échouer, mais je ne ferai pas le travail pour toi. Manon hoche lentement la tête. Je comprends. Bien.
Tiens-moi au courant une fois par mois. Montre-moi tes progrès. Je continuerai à t'aider tant que tu seras sérieuse. Elle renifle. Merci. Ne me remercie pas, fais le juste. Nous raccrochons. Quand l'appel se termine, je reste assise là, fixant mon reflet dans l'écran noir. Je ne me sens pas justifiée. Je ne me sens pas triomphante, juste fatiguée. Daniel envoie un SMS une minute plus tard. Comment ça s'est passé? Mieux que prévu. Pire que ce que j'espérais. C'est un progrès, répond-il. Le progrès est généralement laid au début. Je souris à l'écran. Il a raison. Au cours des mois suivants, le rythme commence. Chaque appel vidéo devient moins une question de culpabilité et plus une question de croissance. Manon trouve un emploi de vendeuse dans un centre commercial, vend la moitié de sa garde-robe, rembourse 3 000 € de dette, emménage dans une chambre partagée avec 2 autres filles, m'envoie des captures d'écran de ses feuilles de calcul budgétaire comme si c'était des photos de bébé. Chaque mois, elle semble plus forte, pas guérie, mais elle y fait face. Un soir, je suis sur le canapé quand Daniel lève les yeux de son livre. Tu penses un jour leur pardonner? Qui? Tes parents. Ouais. Je regarde par la fenêtre. La pluie semble interminable ce soir. Le pardon n'est pas le problème. La confiance l'est. Le pardon ne signifie pas rouvrir la banque. Il hoche lentement la tête. Pourtant, tu fais quelque chose d'incroyable. Tu prouves que les limites ne signifient pas l'indifférence. Je souris. Tu as l'air d'avoir répété ça. Je l'ai vécu, dit-il simplement. Et je réalise que nous sommes tous les deux des survivants de la même maladie. Chercher à plaire aux gens. Il avait une partenaire qui le vidait. J'avais une famille qui le faisait. Et maintenant, nous apprenons ce que signifie aimer sans nous perdre. Au 6e mois, Manon me surprend. J'ai quelque chose à te dire, dit-elle pendant notre appel. Maman et papa, ils ne vont pas bien. Je fronce les sourcils et définis, pas bien. Ils ont utilisé la plupart de leurs économies pour m'aider avant que tu ne leur coupes les vivres. Ils sont en retard sur leurs factures maintenant. Je ne te demande pas de les aider. Je pensais juste que tu devrais savoir. Je reste immobile. Pourquoi me dire ça? Parce qu'ils ne le feront pas. Ils sont trop fiers. Mais c'est grave, Auré. Et tu mérites de connaître toute la situation. Je hoche lentement la tête, laissant ces mots s'installer. Est-ce qu'ils te demandent de me demander? Non, ils ne savent même pas que je dis ça. D'accord, je murmure. Merci d'être honnête. Nous terminons l'appel, mais la pensée ne me quitte pas. Cette nuit-là, je le dis à Daniel. Ils ont des difficultés, dis-je doucement. Il écoute, pose son verre, et une partie de moi veut t'aider. L'autre partie se souvient de tout ce qu'ils ont dit quand je n'ai pas aidé. Il se penche en avant. Aider et faciliter ne sont pas la même chose. Peut-être que tu peux faire ce que tu as fait pour Manon. Des conseils, pas d'argent. Je soupire. Peut-être. Parce que pour la première fois, je réalise que je ne réagis plus par culpabilité. Je choisis par force. Et ça change tout. Une semaine après la confession de Manon, je fais quelque chose que je n'ai pas fait depuis presque 1 an. Je débloque l'email de mon père. La boîte de réception sonne en quelques minutes comme si elle avait attendu l'ouverture de la porte. Je tape lentement. Papa, Manon m'a dit que toi et maman avaient des difficultés financières. Je n'offre pas d'argent, mais je peux offrir des conseils. Les mêmes conditions que je lui ai données. Un appel vidéo. Pas de culpabilité. Pas de manipulation émotionnelle. Pas de « après tout ce que nous avons fait pour toi », juste de l'honnêteté et des solutions. Faites-moi savoir si vous êtes intéressé, Aurélie. Il répond plus vite que prévu. J'accepte. Merci. Nous fixons l'appel pour le dimanche soir. Quand son visage apparaît à l'écran, il a l'air plus âgé. Pas seulement l'âge, mais l'épuisement. Le genre qui vient de courir sur le même tapis roulant pendant des décennies. Maman est assise à côté de lui, les bras croisés, sur la défensive avant que j'aie dit un mot.
J'apprécie que vous preniez tous les deux ça au sérieux, je commence. Mais si vous voulez que ça aide, vous devez tout me dire. Sans enjoliver. Papa expire. D'accord. Nous sommes en retard sur le prêt immobilier. Quelques cartes de crédit sont au maximum. Les prêts automobiles en retard. Nous avons utilisé la plupart de nos économies pour aider Manon avant que tu ne partes. Puis elle a perdu son appartement. Et maman interrompt. Nous ne pouvions pas la laisser être sans abri, Aurélie. Je ne juge pas cela, dis-je calmement. Mais je dis que vous ne pouvez pas résoudre les problèmes de quelqu'un d'autre en créant les vôtres. Papa hoche faiblement la tête. Nous savons. Nous pensions juste que ce serait temporaire. La dette l'est rarement, je réponds. Je leur explique tout. Vendre la deuxième voiture et réduire à une seule. Refinancer le prêt immobilier avant que la banque ne le fasse pour eux. Annuler tous les services de streaming, abonnements et dépenses inutiles. Plus de repas au restaurant. Pas de cadeaux pour Manon. Pas de prêt à personne. Le visage de maman se durcit. Tu fais ça à l'air si facile. Ce n'est pas facile, dis-je doucement. C'est de la survie. Vous ne pouvez pas continuer à faire semblant que tout va bien pendant que la maison brûle. Elle détourne le regard. Pour la première fois depuis des années, elle ne discute pas. Papa s'éclaircit la gorge. Est-ce que tu prendras de nos nouvelles comme tu le fais avec Manon? J'hésite. Une fois par mois, pendant 6 mois. Après ça, vous vous débrouillez seul. Les mêmes règles. Pas d'argent, pas de culpabilité, juste des progrès. Il hoche la tête. D'accord. Quand l'appel se termine, je m'adosse et fixe mon reflet. Quelque part en cours de route, je suis devenue l'adulte dans une famille d'enfants. Un mois plus tard, lors d'un de nos suivis, papa admet qu'ils ont vendu la voiture et ont commencé à cuisiner à la maison. Maman dit même, nous avons annulé Netflix. Ça me manque, mais nous allons nous débrouiller. Des progrès. Petits, mais réels. Manon se joint à l'un des appels. Tout sourire. Devinez qui vient de faire son 5e paiement de dette à temps. Devinez qui est fier d'elle, je rétorque un instant. L'écran se remplit de quelque chose qui ressemble presque à une famille. Pas parfaite, pas guérie, mais humaine. Pendant ce temps, ma vie à Lyon s'épanouit tranquillement. Le travail ronronne comme une machine bien huilée. La nouvelle équipe d'infrastructure prospère. Et Daniel, stable, gentil, est devenu l'ancre calme de ma tempête. Un vendredi soir, alors que nous préparons le dîner ensemble, il dit, « Alors, il y a eu quelque chose au travail. » Je jette un coup d'œil. Bon ou mauvais? Bon. Je pense qu'ils ouvrent une succursale sur la côte est, à Paris. Ils m'ont offert un poste de directeur créatif. Ma poitrine se serre. C'est énorme. Il hoche la tête. Ça l'est, mais ça signifie déménager. Oh. Il me regarde un instant. Avant que tu ne paniques, je n'ai pas dit oui. Tu as construit quelque chose d'incroyable ici. Je ne te demanderai jamais de laisser tomber. J'avale difficilement. Qu'est-ce que tu veux? Il sourit faiblement. Pour une fois, je ne veux pas prendre la décision seule. Je veux la prendre avec quelqu'un. Ces mots s'installent dans l'air entre nous. Doux mais lourd. L'exact opposé de ce avec quoi j'ai grandi. Ce week-end-là, je reçois un email de mon patron. Objet, opportunité d'expansion. Ils ouvrent également un bureau à Paris. Ils veulent quelqu'un d'expérimenté pour le diriger. Un poste de VP, relocalisation, bonus à 6 chiffres, visibilité corporative, tout ce que je pensais vouloir autrefois. Quand je le dis à Daniel, il rit doucement. Alors, en gros, on nous a proposé la même affaire. Apparemment, dis-je, le monde a le sens de l'humour. Nous passons des heures à en parler. Argent, croissance, famille, avenir. Finalement, il demande, que dit ton instinct? Mon instinct dit, je suis enfin heureuse, et je ne veux pas échanger ça contre un statut. Il sourit. Alors ne le fais pas, facile à dire. J'ai refusé le mien ce matin, admet-il. Lyon est ma maison maintenant, grâce à toi.
Je cligne des yeux. Tu as fait quoi? Il hausse les épaules. Tu m'as dit une fois, les limites sont l'amour déguisé. Eh bien, voici les miennes. Je choisis ici. Quelque chose en moi change. La dernière pièce d'armure que je ne réalisais pas que je portais encore tombe. Quelques semaines plus tard, lors d'un appel de suivi, papa dit, nous avons refinancé, vendu la voiture. Nous rattrapons notre retard. Maman ajoute doucement, c'est difficile, mais nous le faisons, et je suis désolée, Aurélie, pour tout. C'est maladroit, réel et brut, le genre d'excuse qu'on ne reçoit pas souvent. J'avale la boule dans ma gorge. Merci. Manon sourit à travers l'écran. On dirait qu'on apprend tous du même professeur. Ne me donnez pas trop de crédit, dis-je. Vous avez fait le travail. Pourtant, dit-elle, tu nous as donné la carte. Cette nuit-là, Daniel et moi marchons sous la bruine du centre-ville. Je n'arrive pas à croire le chemin qu'ils ont parcouru, j'admets, parce que tu as arrêté de les porter, dit-il. Les gens ne grandissent pas quand quelqu'un d'autre continue de les rattraper. Je lève les yeux vers lui. Tu sais, si je t'avais rencontré il y a 5 ans, j'aurais probablement essayé de te réparer. Il sourit. Et je t'aurais laissé faire. Heureux que nous nous soyons rencontrés maintenant. Il prend ma main alors que nous traversons la rue, les phares scintillant sur le pavé mouillé. Pour une fois, je ne suis pas la soignante, la pourvoyeuse, la responsable, juste moi. Et pour la première fois, ça suffit.